Bon, bien, bonjour. Alors, une information pour les intervenants. Merci de parler très proche du micro, Dominique et Emmanuel. Donc, on va entamer une table ronde concernant donc les journalistes, proprement parler, les journalistes sous contrainte. On a vu quelques exemples avec les documentaires de Gilles Balbastre et puis de Pierre Carl, donc, les contraintes qui vont à l'encontre des journalistes. Donc le journalisme, c'est notre affaire pour discuter donc, des problèmes d'indépendance, de qualité, des mots et des remèdes du métier de journaliste. Remercie donc Dominique Guibert, qui est vice-président de la Ligue des droits de l'homme, d'être venu ici. On remercie Dominique Pradalier, qui est secrétaire général du SNJ. Et on remercie également Emmanuel Vire, secrétaire général du SNJ CGT. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Dominique de la Ligue des droits de l'homme. Merci. Merci. Alors d'abord, je trouve que c'est un peu difficile d'intervenir après le film pour deux raisons. La première, c'est que forcément le discours du président, qu'on regarde. Merci. Vous m'entendez? J'essaye. Alors donc je trouve que intervenir directement après le film qu'on vient de voir est un peu difficile. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a un discours du président équatorien d'un tel niveau qu'on se dit c'est plutôt de ça qu'on a envie de parler que d'autres choses. La deuxième chose, c'est que le film est particulièrement cru pour le milieu journalistique. Moi qui m'apprêtais à vous dire, c'est pas forcément de la faute des journalistes, mais c'est peut-être de la faute d'autres choses qu'il faut qu'on étudie, on se dit qu'il y a quand même un phénomène subjectif qui est leur participation au pouvoir, leur liaison avec le pouvoir, les idéologies dominantes, qui jouent lui aussi. Bon, cela dit, je vais quand même essayer de développer le discours que j'avais prévu de faire. La première chose que je veux dire, c'est essayer de voir que sur trois des éléments qui dominent l'actualité de ce mois de janvier, on peut remarquer le rapport qu'il y a entre l'événement lui-même et la façon dont il peut être traité. Les trois événements dont je voudrais parler, c'est les attentats, bien sûr, le changement en Grèce et la loi Macron. Sur les attentats, non seulement il y a le fait qui a provoqué la réaction populaire et l'indignation que nous connaissons tous, mais il y a aussi le fait dont il a pu être traité de façon accélérée par les radios. Avec cet élément que je voudrais donner comme significatif, qui a été cette policière municipale, je crois, à Lens, qui a été agressée, et où immédiatement les chaînes de télévision ont lié ça. On ne sait pas si c'est lié aux djihadistes et aux attentats qui viennent de passer, mais on vous le signale. Ce qui veut dire qu'on a introduit dans le public, dans ceux qui l'écoutent, l'idée qu'il y avait une sorte d'extension immédiate, lourde, très forte de la situation terroriste, et qui voulait donc amener les gens à penser que dans ces cas-là, la réaction sécuritaire est obligatoire. Le deuxième élément, les élections en Grèce. Je n'ai pas à commenter, même si individuellement, en tant que citoyen, ça m'intéresse beaucoup, mais il y a quelque chose qui est flagrant dans les journalistes et dans la façon dont c'est traité. On ne dit pas le nouveau président du nouveau gouvernement grec va venir en Europe, va venir en France, mais on dit le leader de Syriza va venir rencontrer les Européens ou les présidents. Comme si le fait de dire le leader de Syriza lui donnait une sorte de non-légitimité, puisqu'il s'agit d'une idéologie d'extrémiste, une idéologie de gauche extrémiste, et non pas le chef légal d'un nouveau gouvernement qui vient présenter ses solutions. Le troisième élément, c'est la présentation de la loi Macron.
Alors la loi Macron, on n'a pas arrêté de nous dire pendant des jours et des jours que c'était la nouvelle politique économique qu'on allait mettre en route. Avec en fait la constatation, si on regarde bien, qu'il s'agit, comme diraient les constitutionnalistes, d'une suite de cavaliers sur un certain nombre de phénomènes, de lois, et pas forcément quelque chose qui est construit au point même qu'on a imposé l'idée aux gens que la loi Macron, c'était une question sans autre solution que l'adoption de cette loi. Donc une façon de systématiser les faits et l'explication des faits, qui m'amène à me poser à moi, secrétaire, vice-président de la Ligue des droits de l'homme, cette question suivante. De quelle façon les droits, les lois qui régissent l'information, la distribution de l'information, la réception de l'information sont sous tension, et pour quel type de tension existe et quels sont les dangers qui peuvent exister sur les droits et le débat public. Donc je me pose cette question parce que j'ai du mal à lire en même temps que j'ai le micro dans le... Donc, l'introduction que je voudrais faire à ce débat, c'est de constater qu'en 2014, il faut le comparer avec les grands textes sur la liberté d'expression et d'information qui constituent le corpus qui devrait gérer l'information telle qu'elle est distribuée par les professionnels et telle qu'elle est reçue par le public. C'est donc la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui reconnaît la liberté et l'obligation de l'information, la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui est encore celle que nous utilisons aujourd'hui et qui pourtant est mise en cause en partie par la loi Macron et en partie par la loi antiterroriste. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui reconnaît le droit à l'information libre et le droit d'exprimer cette information, d'exprimer son point de vue. Mais c'est avec une déclaration, et c'est ce qu'on appelle le Pacte international pour les droits civiques et politiques de 1966, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies, qui rend justiciable ces questions de droit, alors que vous savez que la déclaration universelle, comme elle n'est qu'une déclaration, elle n'est pas justiciable devant les tribunaux, alors que le Pacte international sur les droits civiques et politiques peut être utilisé, y compris ce qu'on appelle son protocole facultatif, devant les tribunaux, quand on pense que son droit, son propre droit, en particulier sur les droits acquérants, n'est pas respecté. Sur les questions de droits civiques et politiques, c'est la constatation de la liberté d'expression, non pas absolue, mais suivant le respect des droits des personnes par rapport au droit à l'information. Donc la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'en 2014, des éléments de la loi de 1881 ou des éléments qui pouvaient correspondre à la liberté d'informer pouvaient être mis en cause par l'actualité. Et de ce point de vue, nous sommes obligés de constater qu'il y a une telle systématisation de la façon de faire de l'information dans le débat public, que les droits apparaissent comme quelque chose, excusez-moi du peu, et je ne sais pas ce que je pense, mais que les droits peuvent apparaître comme secondaires par rapport aux nécessités politiques qui sont révélées par un discours absolument formaté. Je vais venir après, mais juste un point qu'on voit tous. Sécurité et liberté. On nous dit, mais oui, mais on ne peut pas ne pas mettre en balance les questions de liberté quand on parle de sécurité. D'où on impose l'idée qu'il pourrait y avoir des libertés garanties par des droits, ce que je viens de vous dire, des textes, qui pourraient être secondaires par rapport à la nécessité d'assurer la sécurité. On ne va pas forcément plus loin, mais c'est un peu comme ça qu'on le présente. Et je voudrais prendre à ce propos deux des derniers sondages qui sont parus dans la presse. Le premier, c'est sur le sentiment des Français, celui que je crois que tu as cité tout à l'heure, Laurence, sur le sentiment des Français sur les nécessités d'assurer la sécurité. 71% des Français auraient dit dans le sondage qu'ils étaient prêts à sacrifier de la liberté pour avoir plus de sécurité. Ça, c'est le premier des sondages. En même temps, le même sondage, sans doute parce qu'il fallait quand même en justifier l'utilité, dit que les Français, alors qu'ils étaient à 74% à penser que, je mets des guillemets, les Arabes ou l'islam n'était pas intégral, il ne serait maintenant plus que 51%. Donc une sorte de balance en disant, en présentant les deux en même temps, on se met dans une situation où on dit, vous voyez, on a quand même beaucoup évolué, et en même temps, on veut qu'il y ait de la sécurité.
ça m'a rappelé cet expert, je vais venir après, cet expert qui un jour à la radio a expliqué que, bien évidemment, le problème de l'islamisme radical, c'était comme ils étaient à l'intérieur de l'islam, c'était comme si c'était des espions dormants, et qu'à un moment ou un autre, ils se réveillent parce qu'on leur demande de faire quelque chose, et donc la seule solution, c'est forcément de surveiller tous les Arabes, comme ça on arrivera à trouver ce qu'il faut. Et c'était un expert. Donc c'est cette façon de présenter la question m'a semblé tout à fait significative de cette réduction du débat. Le deuxième sondage, c'est celui, vous l'avez vu, il est paru hier, qui annonce que Marine Le Pen sera à 29% au premier tour, et c'est présenté comme une vérité. Le seul problème, c'est que l'honnêteté qu'il devrait avoir chez les journalistes, c'est d'expliquer comment on construit un sondage. On ne peut pas, nous, dans un débat public, on ne devrait pas, nous, citoyennes et citoyens, accepter dans un débat public une vérité soit avancée comme étant absolue sans qu'on ne donne la façon dont elle a été construite socialement. C'est parfaitement le cas en politique, mais pour reprendre un petit peu ce que disait Aurélie tout à l'heure, c'est la même chose dans le débat économique. Je vais prendre un exemple de cette construction sociale et politique. Le taux de prélèvement obligatoire. On nous dit partout, le taux de prélèvement obligatoire, c'est une évidence. Mais c'est si peu une évidence que quand on le déconstruit, qu'on pose la question, on s'aperçoit qu'il est politiquement construit. Ça n'est pas une donnée économique en soi, c'est un chiffre qui est construit pour essayer d'imposer un point de vue, pour essayer d'expliquer qu'il n'y a pas d'autre solution. Et dans ces cas-là, voilà, le citoyen doit se poser immédiatement comme question, mais ce chiffre qu'on me donne de 47% des richesses qui sont consacrées à l'État, eh bien, il faut qu'on le déconstruise, il faut qu'on explique comment il est fait, il faut qu'on montre à quoi il sert. Et c'est vrai que c'est plus compliqué que de dire le taux de prélèvement obligatoire, il est à temps, et forcément, quand on dit le taux de prélèvement obligatoire est à temps, ça veut sous-entendre qu'il faut éviter qu'il augmente trop. Il y a donc cette réduction du débat, et c'est un peu ce que je voulais expliquer dans ce rapport entre, bien sûr, la liberté d'information existe, elle est contrôlée par la loi, elle est contrôlée de la façon dont elle existe, mais de l'autre côté, il y a comment défendre ses droits quand en même temps le débat public c'est à ce point rétréci sur ces droits. Alors bien sûr, on voit que c'est un peu ce que disait... je sais que je vais me faire ruer, mais la moins caricaturale des journalistes qu'on a vu tout à l'heure, à savoir qu'un. Les autres m'ont semblé tellement au-delà de ce qui est acceptable que j'ai un peu retenu ce qu'elle a dit. Bon, elle l'a dit, ça passe, on passe à une autre actualité, on passe à autre chose. Et on a l'impression qu'au-delà de la nécessité de l'information citoyenne, ce qui prime dans le débat... Je dois parler plus fort ? Vous êtes cruel. Donc, au-delà, c'est que il y a une accélération de l'information. Et que s'il y a accélération de l'information, qu'en même temps on respecte deux des points de vue, des lois fondamentales qu'on apprend aux étudiants journalistes et aux journalistes, à savoir la loi de proximité et la loi d'immédiateté, forcément, accélération plus loi de proximité et loi d'immédiateté, eh bien on néglige l'analyse, on néglige le contexte pour ne retenir que le fait, et en pensant que seul le fait est significatif. Et donc, pour essayer de régler ce fait, on invite deux types de personnages pour parler. On invite, alors je vais essayer d'utiliser mon accent, l'expert et le Twitter. L'expert, parce que c'est lui qui donne la parole, et le Twitter, parce que c'est lui qui réagit à l'expert. Et tout le reste, les corps intermédiaires, l'analyse et autres, est secondarisé par ce coup. D'où on se retrouve avec des journalistes qui se retrouvent sous pression, et à mon avis, pour trois raisons. La première, vous la connaissez tous et on en a bien parlé tout à l'heure, c'est sous la pression de la rentabilité et de la concentration. Il est vrai que si un média censé donner de l'information pluraliste est sous la gouvernance d'un type de propriétaire, d'un type d'actionnaire, forcément le débat est limité. La deuxième, c'est justement cette idée qu'il faut répondre absolument à, j'insiste beaucoup, j'ai dit immédiateté et j'ai dit proximité, immédiateté incontestable, mais proximité supposée. C'est-à-dire qu'on imagine que le récepteur, le client, le lecteur est dans cette... Voilà, et que lui veut entendre ça. D'où le fait que comme Correa, c'est quelque chose qui est très loin, que peu de gens connaissent
traverse l'Équateur, par ceux qui s'intéressent beaucoup aux questions alternatives, aux questions politiques, à l'Amérique latine et à la politique mondiale en général, eh bien, on va considérer que c'est un phénomène secondaire, puisque c'est loin, c'est un petit pays, ça ne correspond pas à ce qui est à côté. En oubliant que la question que pose Correa est forcément une question de politique mondiale, politique internationale, le rapport entre les différents systèmes politiques et entre les choses qui sont présentées. Et le troisième élément, c'est l'idée que c'est les techniques qui commandent, en oubliant que, en les transformant en une obligation, ce que expliquait Henri tout à l'heure, c'est que le débat est avant tout politique et qu'on ne répond pas forcément à la question technique. Et que l'utilisation de techniques de journalistes ont trouvé leur correspondance avec le développement de médias de type web, dans lequel, si on met le type web, la technique, l'immédiateté et la proximité, on finit par avoir une information qui est totalement formatée. Donc, de ça, comment en tirer quelque chose? Eh bien, je crois que, outre les questions de droit qui s'imposent et qui devraient continuer à s'imposer, à savoir que, bien sûr, on ne peut pas admettre que l'information soit sous la contrainte d'un pouvoir, qu'elle soit contrôlée par un pouvoir, qu'on interdise à des gens comme... signale, dans la loi Macron, il y avait quelque chose qui était un paragraphe qui disait que la loi le secret des affaires allait être garanti et que donc ça annihilait toute possibilité journalistique et de lanceurs d'alerte de révéler les choses au monde. Cet aspect a été enlevé. Enfin, on verra après si ça revient dans le débat, mais pour l'instant, à cause de la pression, vous savez, de journalistes, de politiques, des droits de l'homme et d'autres, l'article a été retiré. Sur cette question de défendre des droits, j'insiste sur le fait qu'on a sorti de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, donc sur la liberté d'opinion, on a sorti les condamnations pour apologie du terrorisme, ce qui a amené à condamner des gens en comparution immédiate, sur lesquels nous sommes fondamentalement en désaccord, parce que toutes les comparaisons immédiates sont des tristes déceptions, et on a condamné des gens pour des provocations, pour des choses dites comme ça, au détour d'une phrase, sur le net et autres, et en oubliant que s'il y a des gens qui préparent des attentats, ils ne vont pas s'amuser à aller le dire sur Internet et que penser que c'est la même chose que pour les caméras de vidéo. Si on pense que les caméras de vidéo empêchent un crime, on se trompe parce que comme ils ne sont pas stupides, ils vont aller se mettre en endroit où il n'y a pas la caméra. Et en revanche, ça sert peut-être à arrêter, mais en tout cas pas à sécuriser. Donc l'importance de maintenir la liberté d'expression, mais elle a un sens si on le lit avec la façon dont les journalistes exercent cette information. Le débat public est fondamental. Et de ce point de vue, le débat public ne peut pas se réduire à il y a une vérité et il n'y a pas d'autre alternative. C'est particulièrement vrai en économie, c'est souvent vrai en politique, mais c'est vrai particulièrement en économie, parce que là on utilise des chiffres censés être des mesureurs absolus. Contrairement à ce que peut être le discours dominant en économie dans les grands médias, en particulier télévisuels, il n'y a pas une seule solution. C'était le fameux mot de Margaret Thatcher, there is no alternative, il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle l'effet Tina, qui fait que chaque fois que quelqu'un présente quelque chose d'autre, et ça a quelque chose à voir avec le fait que Correa n'a pas été invité dans les télévisions et les radios et par les journaux. C'est que considérer qu'il n'y a qu'une seule solution, et il n'y en a pas d'autres, et tous les autres sont des idéologues. Et pourquoi on inviterait des idéologues? Eh bien non, puisque ce qu'on veut, c'est des économistes. Donc, je pense qu'il y a 3-4 éléments qu'on pourrait peut-être mettre en avant. D'abord, considérer que les droits ne sont pas une possibilité, mais une nécessité. On ne fait pas peut-être qu'on ne fait pas de la politique qu'avec les droits, mais en tout cas, on ne fait pas de bonne politique sans les droits. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une triple éthique qu'il faudra remettre en avant comme étant absolue pour le métier de journaliste, mais aussi pour ceux qui reçoivent l'information. C'est qu'ils puissent, avoir confiance dans la façon dont les professionnels exercent leur triple éthique que je vois de 3 types. La première, c'est le respect de la justice, l'égalité entre les gens et sur les informations qu'ils donnent. Le deuxième, c'est celui de l'honnêteté, c'est savoir faire appel à des choses différentes et à des choses alternatives. Et troisièmement, la responsabilité, c'est que quand on utilise un événement et qu'on le rend, il faut être au moins sûr, avoir vérifié et qu'il corresponde à une véritable actualité.
le troisième élément que je dirais, c'est refonder l'idée que dans l'éducation à tous les niveaux, à tous les endroits, aussi bien en éducation populaire qu'en éducation nationale, qu'en éducation tout court, on retrouve l'idée que l'éducation à la citoyenneté, et en particulier à la façon de s'informer et à la façon d'utiliser l'information, est quelque chose de primordial. Que ça n'est pas, contrairement à ce qui est souvent présenté dans les programmes, comme un supplément d'âme, quelque chose qui vient avec, quelque chose qu'éventuellement on traite à l'intérieur du 4e ou du 15e cours d'enseignement civique et social. Considérer que, compte tenu de la présence et de la massivité de l'information et de la possibilité d'en obtenir, il devrait y avoir quelque chose qui soit peut-être plus puissant dans l'enseignement et dans l'éducation à la citoyenneté. Et quatrièmement, retrouver cette idée que le débat public n'est pas quelque chose de secondaire. Le débat public et que la politique, c'est pas quelque chose de sale quand on le met à l'intérieur du débat public. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure Henri, c'est d'imposer l'idée que on n'a pas besoin de presse alternative, on a besoin de presse alternative, mais que notre idée, ce n'est pas de nous enfermer dans un endroit où, entre nous, on discute de presse alternative et d'analyse alternative. C'est d'imposer que nos analyses, ou que les analyses, j'allais dire nos, je suis militant de la Ligue des droits de l'homme, là je la représente, donc je ne vais pas dire non, que les analyses différentes puissent être présentes à titre égal dans le débat public, et ça c'est un autre problème, et c'est drôlement important parce que dans ces cas-là, si on impose ça, on n'aura même plus besoin de donner qualificatifs aux médias et aux journaux qui sont ceux qui représentent ces idées qui ne sont pas dans le courant majoritaire. Enfin, je me dis, c'est mon dernier point, je m'arrêterai là, je me dis que peut-être que dans le cadre de cette immense importance qu'a les médias, parce que je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est les médias sont souvent responsables de présentation d'analyses erronées, parce que raccourcies, parce que à court terme, parce que non analysées, non contextualisées. Mais la presse et les médias, c'est ce qu'il y a de pire, à l'exception de tous les autres. Ils sont indispensables. On ne fait pas de politique sans information, sans médias, sans journaux pour les porter. Et il vaut mieux qu'on porte toute notre activité pour qu'ils changent, plutôt que de les laisser s'enfermer dans un courant majoritaire. Et donc je pense que puisqu'on veut faire ça, peut-être qu'il faudrait se poser la question d'une sorte de codification des lois et de la jurisprudence, et d'une sorte de charte de théologie que je sais qui existe, mais pour lui rendre une sorte de puissance qu'elle n'a pas aujourd'hui, de façon à faire que nous puissions, et les journalistes en particulier, les premiers professionnels concernés, puissent disposer d'un instrument de référence qui puisse permettre de dire on est journaliste quand on a tout ça en tête. Merci. Merci Dominique. Donc, je vais passer la parole à Dominique, secrétaire général du SNJ. Bonjour à tous. On a beaucoup critiqué les médias depuis 14 heures et quelques, et c'est parfaitement fondé. On a beaucoup critiqué aussi les journalistes, et c'est grandement fondé, même si une globalisation est forcément inacceptable. Je vais vous expliquer pourquoi. Les contraintes qui pèsent sur notre profession de journaliste, les contraintes, ça va comme ça? Merci. Les contraintes qui pèsent sur notre profession de journaliste, singulièrement, se sont tellement alourdies depuis les 15-20 dernières années qu'elles mettent en difficulté, voire en danger grave, non seulement la profession, mais la qualité de l'information qui est notre première mission. Ces contraintes sont de plusieurs ordres. Évidemment, des contraintes financières pour commencer. Et ces contraintes financières sont énormes. Et c'est pas par hasard que les critiques les plus précises convergent sur BFM TV, une télévision qui fait de l'information en continu et qui est particulièrement une télévision financière. Ces contraintes économiques pèsent sur pratiquement toutes les entreprises de presse audiovisuelle, et les autres aussi, mais je ne parlerai que de l'audiovisuel ici, et elles servent d'alibi aux directions pour tenter de museler les rédactions. Dans toutes les entreprises de presse maintenant, on entend « les journalistes vous coûtez cher, heureusement que les publicitaires rapportent ». C'est à peu près comme ça qu'on nous présente les choses.
les contraintes financières, ensuite des contraintes de temps. Et comme vous savez que le temps c'est de l'argent, surtout pour les financiers, on réduit les possibilités et les espaces de vraie information de qualité de plus en plus dans tous ces médias, au profit d'une information low cost qui coûterait de moins en moins cher. Et vous voyez par exemple sur les chaînes d'information continue qui malheureusement servent de modèle à beaucoup d'autres chaînes maintenant, vous verrez les mêmes plateaux qui passent en boucle, les mêmes infos qui passent en boucle, etc., avec un effet répétitif de matraquage. Non, ça coûte absolument pas cher, évidemment, mais idéologiquement, c'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce qu'on sont privilégiés les faits au détriment des analyses, au détriment de toute réflexion, au détriment de remise dans leur contexte, etc. Et avec ce système-là, une fausse info, telle qu'elle est parue par exemple en une du Parisien au mois de juillet, affirmant qu'une enquête judiciaire était ouverte pour contrôler les comptes de campagne du président Sarkozy de 2007, c'était une fausse info. C'est passé en une du Parisien, on peut s'interroger d'ailleurs quels sont les filtres qui existent maintenant pour empêcher ça, bien que le Parisien ait une rédaction qui travaille très bien pour mon sentiment. Eh bien cette fausse info est passée en boucle partout toute la journée, avec une amplification qu'on ne peut pas éteindre après. Donc, troisième contrainte, les contraintes de composition des rédactions. Alors là, on a vu les hiérarchies se multiplier, se développer d'une façon complètement insensée. Les rédactions se réduire à l'os avec des jeunes qui tiennent ou qui ne tiennent pas, beaucoup de précaires, la disparition des seniors et l'apparition, pour compenser cette disparition des seniors, des spécialistes. Ce n'est pas des journalistes, on en a longuement parlé, tant en économie qu'en justice, etc., dans les interventions qui ont précédé ce forum. Ils ont réponse à tout, ils savent tout, ils n'ont pas l'air d'avoir de code de déontologie particulier, et ils ne bénéficient pas, ce qui devrait être le cas, de la réalité de leur fonction dans les incrustations au-dessous de leur nom. C'est-à-dire, on met spécialiste économique, on ne met pas, il est dans la banque machin, il est dans la banque truc, etc. Ce qui est complètement malhonnête. Donc, vous avez déjà ces trois types de contraintes qui pèsent sur les rédactions. Alors, les hiérarchies, je vais développer en quelques phrases, mais je vais essayer de ne pas être trop long, malheureusement sont beaucoup plus choisies en fonction de leur capacité à gérer des économies de plus en plus demandées, leur capacité à répondre rapidement aux sollicitations urgentes, et je vous dis, vous voyez bien d'où viennent les sollicitations urgentes, et ne sont pas extrêmement professionnels. Ça, c'est un des plus gros drames que subissent les rédactions. Pourquoi? Parce que moi, j'ai connu les rédactions, les conférences de rédaction servaient à discuter du contenu du journal, discuter de l'angle de chaque sujet, du bien fondé ou pas des sujets, entre hiérarchie et rédaction. C'est quasiment terminé maintenant. C'est quasiment terminé. Ça commence par « ça n'intéresse personne ». Le rédacteur en chef ou ses adjoints, il sait. Lui, il sait. Il n'y a même plus d'échange professionnel, ou très rarement, ou de moins en moins. Sur les précaires, je ne vais pas vous faire un dessin, comment voulez-vous défendre le sujet que vous proposez quand vous êtes précaire? Il y en a qui le font, bien sûr. Mais je ne vous dis pas que c'est facile. Les jeunes aussi, c'est pareil. S'ils n'ont pas la possibilité de répondre à un hiérarque qui dit ça n'intéresse personne avec les arguments qui vont faire qu'il va défendre le sujet, qui va aller tourner, ben, il n'y arrivera pas non plus. Et ça rend les contenus des journaux de plus en plus fat, de plus en plus suivistes et de plus en plus rejetés par une partie des citoyens. Et nous arrivons donc, bien que je l'ai abordé déjà, aux choix éditoriaux. Et il y a de nombreux observateurs, notamment l'INA, l'Institut de l'audiovisuel, qui voient très bien et prouvent par A plus B depuis les années 2000, singulièrement, l'énorme place qu'ont compris les faits divers, les accidents,
qui donne lieu à 1, 2, 3, 4 sujets dans le même journal, voire plus, au détriment des autres informations. La classe n'a pas grandi, donc c'est au détriment des autres. Et on voit même des rédactions dont on pourrait dire que les choix éditoriaux sont absolument antisociaux. Antisociaux. L'information sociale n'étant vue maintenant qu'en termes de grogne. Ça grogne. Alors quand je dis aux journalistes, maintenant, tu ne dis pas que Parisot grogne quand elle dit quelque chose. On n'est pas des chiens. Et on arrive aux mots utilisés. Les mots comme la grogne, les mots comme, on ne dit pas les contributions sociales, on dit les charges sociales. On ne dit pas, on utilise les mots de la classe dominante, trop souvent. Pourquoi? Parce qu'on dit aux journalistes, tu fais vite et simple, tu fais vite et simple, tu fais vite et simple. Et à force de faire vite et simple, on écrit ce qu'on entend, on écrit ce qu'on entend, on écrit ce qu'on entend, on dit ce qu'on a écrit, on dit ce qu'on a écrit, on dit ce qu'on a écrit. Et s'il n'y a pas une hiérarchie solide, intelligente, attentive, responsable, eh ben ça passera à l'antenne comme ça. Et voilà comment les choses se passent, bien que de très nombreux journalistes, et ça vous ne le saurez pas ou peu ou rarement, se battent au jour le jour dans les rédactions pour imposer les sujets nécessaires, pour aider leur voisin qui a du mal en toute solidarité, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une censure en France qui est très forte de l'information sur l'information. Et elle est doublée de la censure que tout ce que disent les syndicats, ça n'a aucun intérêt. Donc des syndicats de journalistes, je ne vous dis pas le mal qu'on a. Je ne vous dis pas. Une très grande majorité de nos confrères ne nous reprend jamais. Alors qu'on représente un journaliste sur deux en France, nous, SNJ. Vous voyez beaucoup de prises de position, de combats dans les rédactions, dans les journaux que vous lisez, dans les radios, dans les télés. Un exemple extraordinaire, le massacre à Charlie. On a fait venir les syndicats de flics pour parler de leurs confrères morts. Très bien. Vous avez vu un syndicat de journalistes quelque part, vous? Aucun. Zéro. Zéro. Au-delà de ça, c'est pas une peine pour nous, c'est une peine qu'on a pour Charlie qui nous étreint. Mais c'est pour vous dire que l'information sur l'information, c'est très dur à faire passer dans des médias. Et les patrons vont inviter Reporters sans frontières, ça n'a aucune difficulté. Reporters sans frontières fera très bien le job. Je ne dis pas ça pour les attaquer, mais je veux dire simplement que, pourquoi pas, ils peuvent venir. Mais pourquoi les syndicats sont systématiquement ostracisés? Sur les soi-disant spécialistes, ils ne se trompent jamais, on l'a déjà dit, et ils ont un acharnement dans l'erreur absolument extraordinaire. Les plus anciens d'ici se souviendront parfaitement du moment où on a dit aux inspecteurs du travail, ça concerne tout le monde, pas seulement les journalistes, on leur a retiré l'autorisation administrative de licenciement, qui était une sauvegarde qui permettait à la puissance publique de faire observer les lois et de protéger ainsi les salariés menacés de licenciement. Et c'était en 87, le Premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, a dit qu'il y aura 300 000 emplois dans les mois qui viennent. Tous les ans, on enlève des droits aux salariés en disant ça va créer des emplois. Tous les ans. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici combien d'emplois ont été créés depuis 87? Très bien, mais vous le direz dans le débat à ce moment-là, s'il vous plaît, et avec plaisir. Tout ça pour dire qu'on continue à donner la parole à des spécialistes qui continuent sur tous les grands médias à vouloir absolument nous imposer des idées qui sont obsolètes, ruineuses et fausses, pour commencer. On va dire qu'effectivement il y a des solutions, il y en a beaucoup, sauf que personne ne veut Alors, pardonnez-moi, j'allais oublier de parler du service public, de l'audiovisuel, et notamment de France Télévisions, qui est totalement colonisé par des gens venus du privé. Dans les hautes sphères, il n'y a quasiment personne, qui soit issu du service public. Ce qui veut dire que
les directeurs passent, se font des carnets d'adresses, ressortent, vont les vendre ailleurs. Je ne m'appesantirai pas sur la direction de l'information, elle a été suffisamment traitée tout à l'heure pour que je n'en dise pas un mot de plus, sauf que vous allez tout de suite comprendre, nous avons dans le service public un accord d'entreprise signé en 2013 avec notamment la charte d'éthique des journalistes et une trentaine de pages de principes professionnels sur l'utilisation des caméras cachées, oui ou non, sur les incrustations, sur l'honnêteté de l'information, sur le pluralisme, etc. Eh bien, ça fait 4 ans que je me bats pour qu'elle soit affichée. La direction l'a signée, mais c'est assise dessus. Et ne la pratique pas. Et refuse ces principes en question. Elle fait exactement tout l'inverse. Ce que nous dénonçons tous les jours. Là, il va falloir reconquérir le service public parce qu'il est sous l'œil bienveillant des tutelles. Le conseiller audiovisuel de Madame Filippetti était un monsieur dont le nom importe peu, et qui sortait directement de chez nous. Il avait appliqué la réforme Sarkozy. C'est vous dire. Enfin, j'ai plus que 5 minutes, mais c'est très bien, je vais passer aux possibilités qui existent. Je vais vous lire juste une phrase de cette charte. Le droit du public à une information de qualité, complète, libre, indépendante et pluraliste, rappelée dans la Déclaration des droits de l'homme et la Constitution française, guide le journaliste dans l'exercice de sa mission. Cette responsabilité vis-à-vis du citoyen prime sur tout autre. Voilà, ça c'est la première phrase. Et c'est ça dont ils ne veulent pas, même après l'avoir signé. Même après l'avoir signé. Et nous, on veut que cette charte soit adossée à la convention collective qui nous gouverne, pour qu'elle soit opposable et que les citoyens puissent dire « là, vous n'avez pas bien fait, là, etc. » Ça ne coûte rien, personne ne veut le faire. Personne pour le moment. Deuxième point essentiel, la reconnaissance juridique d'une équipe rédactionnelle dans chaque entreprise de presse. C'est essentiel pour servir de contrepoids, et non pas de contre-pouvoir, mais de contrepoids aux actionnaires, aux directions et dans le service public, aux hiérarchies maintenant. Et il y a une proposition de loi qui est pendante au Sénat actuellement, dont nous espérons le mieux. Ça permettrait une défense collective, une conscience collective des rédactions, et que l'âme des rédactions ne se perde pas. Parce que quand tu es seul en face du patron qui te dit non, c'est autre chose que quand tu es en collectif. Hein. Quand tu es en collectif, tu dis non, 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 non. En collectif, on s'y oppose. Bon, on espère faire aboutir. Ça ne coûte rien non plus, mais personne n'en veut. Une instance de déontologie nationale où il y aurait employeurs, journalistes et citoyens, et qui se saisirait, ou qui pourrait être saisi, des problèmes, des dysfonctionnements. Ça ne coûte pas grand-chose, c'est toujours pas avancé, et pourtant, c'est facile à faire. Les Belges ont un conseil de presse, les Suisses aussi, etc. La France, là encore, est à la remorque, et ne veut pas. Enfin, je voudrais chuter sur 3 choses, en espérant que c'est dans mes 5 minutes. Sur les écoles de journalisme, alors je ne vais pas du tout faire de peine à Gilles Balbastre, mais jeter les bébés avec l'eau du bain, c'est pas la façon de pouvoir rénover la profession. Bon, s'il y a des gens qui se battent, eh bien, qui viennent se battre en collectif avec nous, et s'ils ne le font pas, s'ils ne se battent pas pour leur profession, ils n'en auront pas, ils n'en auront plus. Et ceux qui se battent, bravo. Et moi, je leur fais confiance. Même si on sait très bien que dans ce genre de groupe, il y a toujours des gens qui seront dérivants. Mais ceux qui se battent, bravo. Deuxième chose, il y a une très forte défiance des citoyens vis-à-vis des médias. Et bizarrement, quand des otages journalistes reviennent, ou quand il y a eu le massacre, les citoyens viennent applaudir les médias. Et de plus en plus, ils font la différence entre ceux qu'a montré Gilles Carle et les 35 000 ou 36 000 autres qui, excuse-moi, Gilles Balbastre et Pierre Carle, pardon. Pierre Carle, bien sûr.
Ils font de plus en plus, et ça nous encourage. Et tout ce qui a entouré ce massacre nous a apporté à nous, qui nous battons comme des fous, sans cesse, avec des tas de gens dont on ne connaîtra jamais le nom, qui se battent pour qu'il y ait une information correcte. Ça nous a apporté une merveilleuse aide. Enfin, je voudrais dire que sur Charlie, justement, et pour que le mouvement ne retombe pas, nous, on organise une projection lundi soir autour du film de Daniel Lecomte, C'est dur d'être aimé par des cons, qui est remarquable. Projection débat, et si vous voulez en savoir plus, je vous le dirai. Voilà, merci de votre attention. Daniel Lecomte, hein, merci. Oui, j'ai dit quoi? Daniel Lecomte, merci. Hein. C'est avec Val, hein, ils sont pareils. Il a fait la cité du bac. Voilà, merci. Mais c'est pas grave, j'ai pas entendu. Merci Dominique. Philippe Val, ils sont pareils, Daniel Lecomte. On parlera bien évidemment après de Philippe C'est un Val. pote de Philippe Val. Oui, bon, on pourra en parler. Il va y avoir débat, vous allez pouvoir le c'est dire. ça. Non, mais laissez finir le dernier, puis vous pourrez le dire dans le débat, monsieur. Pourquoi? Il l'a montré déjà à la télé, hein. On n'a pas besoin de le revoir. Merci. Je donne la parole à Emmanuel Vierge du SNJ-CGT. Et après, on aura l'occasion évidemment de débattre et de discuter de tout ça. Voilà. Voilà. C'est bon. On est en train de m'appareiller là. Ah, ça va pas, hein. Vas-y, bloque-le. Ouais, c'est bon. Ça va, vous entendez au fond? Ouais. Bonjour à tous. Je vais essayer de pas répéter certaines choses qu'a dit Dominique. J'aurais peut-être pas dit de la même façon, mais pour qu'on soit sur des thèmes un peu différents. Déjà, moi, je suis ravi que cet après-midi soit un gros succès. Je pense qu'on est dans la continuité de ce qui s'est fait à la Bourse du Travail par Fakir le 12 janvier. On était 600 personnes à partir d'une opération qui s'appelle De l'air à France Inter pour changer la programmation et les choix éditoriaux de France Inter. Alors évidemment, le programme avait été changé après Charlie, mais bon. Alors je sais pas si aujourd'hui le monde qu'il y a, on aurait eu moins de monde s'il n'y avait pas eu Charlie ou pas, je m'en fous. Moi ce que je pense, c'est qu'on est en train d'ouvrir une brèche. On est tous en train d'ouvrir une brèche. L'article de Pierre Carl dans le Diplo pour une presse libre en décembre, ça ouvre aussi une brèche. J'ai des désaccords avec lui, mais Pierre Rimbert, enfin. On a un problème avec les noms. Les syndicats de journalistes ont un problème avec les noms. On est fatigué surtout. Oui, c'est vrai qu'on est beaucoup fatigué avec Dominique. Donc voilà, tout ça pour moi, j'ai l'impression que les citoyens se ressaisissent de la question des médias. Et on en a vraiment besoin. Parce qu'on avait vraiment l'impression de ramer un peu tout seul. Alors évidemment, il y a Acrimed, je les remercie beaucoup. D'ailleurs, faut quand même, avec les difficultés de la presse papier, eh ben, le magazine d'Acrimed, il tient. Média Critique, ça tient. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Hein. Voilà. Donc ça, c'était dingue. Et en plus, moi, ce qui me rassure aussi beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes. Et ça, si j'avais autant de jeunes dans mon syndicat de journalistes, je serais ravi. Je voudrais revenir en 2 mots d'abord, évidemment, sur comment nous, au SNJ-CGT, et puis comment les journalistes en général, ceux que je peux côtoyer, vivent depuis le 7 janvier et depuis les événements à Charlie Hebdo. Déjà, il faut savoir que c'est compliqué pour les journalistes dans ce pays depuis. Maintenant, on va bosser, on a des flics avec des mitraillettes. C'est ça le truc. On arrive dans nos canards, il y a des flics qui nous fouillent tous les jours. Selon mes informations, ça va durer jusqu'à fin février, mais c'est quand même compliqué. Hein, c'est quand même compliqué. À partir d'un événement qu'on pensait tous impossible. Il y avait eu l'Illuminé, j'appellerais l'Illuminé, qui avait attaqué BFM TV et Libé. Mais là, vraiment, que les confrères se fassent flinguer dans une conférence de rédaction, je pense que l'ensemble des journalistes du pays ont pensé que c'était pas possible. Alors d'ailleurs, un mot là-dessus, sur comment nous, syndicats de journalistes, puisque c'est en plus un truc que j'ai fait avec Dominique, comment on a géré ce truc-là et comment on a géré en particulier la marche du 11 janvier à Paris. Et comment on a essayé de ne pas être récupéré par le pouvoir en sachant qu'on allait l'être, évidemment. Ça, bon. Déjà, pourquoi on a défilé? Et ça, c'est pareil sur le traitement médiatique de cet événement. Combien de médias ont dit qu'il y avait l'équipe de Charlie en tête,
les familles des victimes, évidemment, et juste derrière, la banderole des syndicats de journalistes. Et après ça, les chefs d'État, qui sont restés une demi-heure, et après ça encore, les VIP, qui sont restés 3/4 d'heure. Mais nous, on avait un objectif, c'est un, savoir si l'équipe de Charlie voulait de cette marche, ils en voulaient. Donc là, on y allait, on les suivait. 2, défiler tous ensemble, nous, journalistes, syndicats de journalistes, avec eux, et évidemment, éviter une manipulation, en sachant qu'au départ, il n'y avait que les hommes politiques, que les partis, qui un peu pouvaient nous gêner. Après, on a appris la présence des chefs d'État. Et dans la nuit, on apprenait Netanyahou, on apprenait ça, on nous répondait ouais, il y a Abbas, vous inquiétez pas et tout. Bon, vous connaissez le truc, j'y reviens pas. C'est vrai que c'était compliqué, mais on a tenu, on est resté devant eux, avec Charlie, évidemment, devant ces chefs d'État. Alors, il y a des camarades qui ne sont pas venus à cause de ça, je respecte beaucoup, évidemment. Mais nous, on pense que notre devoir, il était d'y être. Et pareil, sur les traitements médiatiques, Dominique en a un peu parlé, les flics ont été applaudis, c'est vrai, les flics ont été applaudis. Mais nous qui étions devant, derrière Charlie, pendant 4 heures, on était là avec nos cartes de presse, on a été acclamés pendant toute la manif par les citoyens qui y étaient. Et ça, c'est aussi rare, des journalistes qui sont acclamés dans le climat de défiance qu'il y a envers les journalistes. Donc voilà, alors depuis, comment on vit alors notre sentiment, enfin mon sentiment, et je pense que c'est beaucoup le sentiment aussi au sein du SNJ-CGT, il est ambivalent. À la fois un profond dégoût du pouvoir, des hommes politiques, des partis de gouvernement, qui redécouvrent la liberté d'expression, qui redécouvrent le pluralisme. C'est Charlie Hebdo, qui était dans une situation financière catastrophique, qui avait lancé une souscription, qui 1 ou 2 mois avant était allé voir les pouvoirs publics, on leur avait répondu « Ouais, vraiment, on tient beaucoup à Charlie Hebdo, mais on ne peut pas faire grand-chose. » 8 morts, 1 million d'euros. Dans les 3 jours. Ça, c'est un dégoût pour nous. C'est hallucinant. Tous ces hommes politiques qui nous disent « Ah, maintenant, le pluralisme, il faut le maintenir, etc. » Ça va pas, quoi. Alors en même temps, on sent qu'on a une fenêtre de tir, qu'il ne faut pas qu'on relâche. Ça, c'est clair. Donc on essaie de gérer tout ça depuis. Alors oui, juste un mot par rapport quand même à ce que dit notre ministre Fleur Pellerin depuis. Alors ça y est, la loi sur la protection des sources des journalistes va être remise en chantier, en sachant que cette loi, qui était une des grandes promesses de Hollande, cette loi avait été bloquée par Manuel Valls quand il était ministre de l'Intérieur. Et là, elle va ressortir. Et les aides à la presse, le scandale des aides à la presse, où Pellerin nous dit il faut réorienter un peu les aides, en prenant toujours 2 exemples, Charlie Hebdo et le Monde Diplo. Alors en gros, on va réorienter les fonds pour le pluralisme aux mensuels et aux hebdomadaires, qui n'ont pas beaucoup de publicité, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces aides, ces fonds-là d'aide au pluralisme, c'est même pas 10% du total des aides directes. Et si je prends la totalité des aides à la presse, c'est même pas 3% du total des aides à la presse. Donc si c'est ça, la réforme de Pellerin pour renforcer le pluralisme dans le pays, c'est sûr que ça ne le fera pas. De toute façon, je pense que là, ça ne le fera pas. Voilà. Alors évidemment, on n'est pas dû, et ça a été évoqué, donc je ne vais pas en reparler, mais alors, l'amendement dans le projet de loi Macron sur le secret des affaires, ça aussi, quelques jours après Charlie, on nous dit oui, liberté d'expression, défense du pluralisme, etc. Et on nous met un amendement qui va totalement brider le travail des journalistes. Et là, c'est pareil, traitement médiatique de ce truc-là. Qu'est-ce qui est ressorti? Ça va bloquer les journalistes, un peu les lanceurs d'alerte. Mais qui ça bloquait en fait beaucoup aussi? Les représentants du personnel, les élus. Parce que comment les journalistes, ils ont les infos souvent sur ce type de secret des affaires dans les boîtes et tout. Mais ils les ont par nous. Et ça, les médias, pas un mot. Et ce qui ressort encore, c'est journalistes, lanceurs d'alerte. Et les élus du personnel, toujours rien. Et la loi Macron, évidemment, va diminuer nos prérogatives, ça c'est très clair. Voilà. Alors on se félicite de ce recul, mais on est encore très loin. Alors comment se saisir de cette fenêtre de tir
par rapport à des journalistes qui sont évidemment sous contrainte. Ça, je ne reviendrai pas, je partage ce qu'a pu dire Dominique. Évidemment, pour nous, le principal mot qui existe, c'est la finance. On est totalement dominé par la finance. Alors, Dominique a parlé de l'audiovisuel. Moi, je vais vous parler plus de la presse écrite. Je ne vais pas revenir et faire la liste, mais on sait tous que la presse, dans ce pays, elle est aux mains de quelques milliardaires. Que ce soit la presse quotidienne nationale, la presse quotidienne régionale, la presse magazine, etc. etc. Et même au moment de la tuerie de Charlie Hebdo, on voit un espèce d'affairiste comme Patrick Drahi qui rachète l'Express après avoir racheté Libé. Voilà. Au même moment, quasiment. Donc il est clair que la presse ne pourra pas être indépendante tant qu'elle sera aux mains de ces groupes industriels et financiers. Et là encore, c'était évidemment une promesse de Hollande, de revoir les seuils anti-concentration pour avoir un plus grand pluralisme dans ce pays. Alors ça, je ne crois pas du tout qu'ils le mettent en œuvre. Je ne le croyais pas avant l'élection, je ne le crois pas plus maintenant. Mais le souci qu'on a là-dessus, c'est que cette concentration, et je vais prendre l'exemple de la presse quotidienne régionale, qui est maintenant aux mains de 5-6 groupes en France, dont un en particulier qui est devenu le plus gros groupe de presse régionale, qui est le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel possède tous les titres de l'Est de la France. Donc c'est-à-dire les dernières nouvelles d'Alsace en Alsace, l'Alsace, le Progrès de Lyon, le Bien Public à Dijon, etc. Et vous descendez, etc. Et alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la qualité de l'information? Eh bien, le Crédit Mutuel, comme évidemment, comme le disait Dominique, ce qui compte, c'est la ligne du bas, et il faut aussi faire des marges, eh bien, il ne se fait pas chier. Il crée un bureau à Paris, qui va regrouper une vingtaine de journalistes, et ces journalistes-là vont fournir les pages nationales, internationales, sportives nationales, internationales, etc., à tous les titres du groupe. Ça veut dire que vous habitiez à Strasbourg, à Dijon, à Lyon, etc., vous avez exactement la même info, les mêmes pages. Et ce qui change, c'est la presse locale. Ah bah ouais, parce que la presse locale, c'est compliqué. On va pas dire qu'il y a une foire à Strasbourg si elle est à Dijon. Bon, voilà. Mais bon, donc voilà où on en est. C'est ça que ça veut dire. Ce lien entre concentration aux mains d'un groupe et qualité de l'info. Après la PQR, comment nous, on le vit? Moi, je travaille à Prisma Media, qui est le premier groupe de presse magazine, qui a une vingtaine de titres, alors c'est des titres d'ailleurs de ce qu'ils appellent de divertissement, mais de distraction, mais qui peuvent aller de Géo à Voici, de Femmes Actuelles à Gala. Hein, donc une vingtaine de titres, avec 1000 salariés quand même, 600 journalistes. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ces mecs maintenant? Ils se disent, ouais, on a le problème du numérique, passage au numérique, parce que c'est là, nous, ce qu'on a à gérer en ce moment, c'est cette espèce de truc de dire, ouais, il faut que vous soyez dans le changement, il faut être dans la transformation. On nous disait déjà, plus rien ne sera plus comme avant, après Charlie, avant Charlie. Maintenant, on nous le redit, doublement. Et alors, qu'est-ce que vous faire? Il faut que vous changiez votre façon de bosser. Alors, comment on va faire? Eh bien, quel exemple ils prennent? Ils prennent l'exemple, par exemple, de Melty, des journalistes qui bossent à partir d'algorithmes. C'est en fait l'étape avant le robot, quoi. Le robot, on n'a pas réussi. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des écrans au-dessus du journaliste. Le mec, il a des mots-clés. On lui dit, tiens, en ce moment, les internautes, c'est ça qui les intéresse. Tac, tac, tac. On lui sort des mots-clés. On lui dit, tiens, t'as un article à faire en 20 à 40 minutes. Ça, c'est l'exemple Melty. Et cet exemple-là va être de plus en plus mis dans les grands groupes de presse, qui, avant, étaient quand même si c'était de la presse un peu de merde, entre guillemets, hein, je parle de Voici et tout, mais c'était une presse qui était faite par des professionnels, avec des principes professionnels, avec une chaîne rédactionnelle, une équipe rédactionnelle, des secrétaires de rédaction qui corrigeaient, vérifiaient l'info, des vrais maquettistes, des vrais rédacteurs, etc. Après, il y a ligne éditoriale, tout ce qu'on veut. Mais on avait de vrais professionnels. On en aura de moins en moins parce que, comme l'a dit Dominique, de toute façon, ces éditeurs qui sont des grands groupes industriels et financiers trouvent que nous avons un statut exorbitant. Exorbitant. Un journaliste, ça coûte cher à virer, parce que, ouais, on a une indemnité de licenciement qui est de 1 mois par année. Voilà. Okay. Et en plus, il a un double statut, qui est à la fois un statut de salarié et un statut d'auteur.
Et ça, il y a aussi un grand truc là-dessus. C'est à un moment où on n'a plus que des tuyaux, où l'information elle est balancée dans les tuyaux. Eh ben, mais on reste encore auteur de nos textes. Donc comment on fait sur les droits d'auteur? Parce qu'ils doivent nous reverser de l'argent. On doit passer des accords avec eux. Et ça les emmerde parce qu'eux-mêmes ne savent pas où vont être envoyés les articles qu'ils vont vendre à des tiers. Parce qu'ils ne s'emmerdent pas. Ils vont vendre 100, 200 articles d'un coup à Yahoo, etc. à des fournisseurs d'accès qui vont les rebalancer dans le monde entier. Donc ils ne peuvent faire aucune traçabilité. Mais ça va complètement en contradiction avec notre statut d'auteur. Un journaliste, c'est un salarié, mais c'est aussi un auteur. Et ça, c'est un combat qu'on est en train de perdre par rapport au numérique. On nous dit, mais vous êtes complètement archaïque, vous savez bien qu'on ne peut pas tracer les articles. Donc arrêtez, on va vous filer un peu de blé, et ça va se terminer comme ça. Voilà. Après, les journalistes, j'y reviendrai pas évidemment, de moins en moins nombreux, de plus en plus vieux et de plus en plus précarisés. Voilà, ça c'est le tableau de la profession. Moi je ne serai pas aussi dur sur les écoles de journalistes que ce qui a pu être dit, mais ce qu'il faut savoir c'est pareil. Seulement 25% des nouveaux entrants dans la profession sortent d'écoles de journalistes. Seulement 25%. Et ça nous y tenons beaucoup. Nous voulons des salariés journalistes qui puissent venir de différents milieux. On sait tous que la diversité des journalistes existe très peu. On a des journalistes qui viennent des mêmes classes sociales. Donc on veut maintenir cette ouverture. Alors l'ouverture, vous me direz, elle n'aboutit pas forcément à une diversité sociale. Mais il faut qu'on tienne aussi là-dessus. Un journaliste, c'est pas parce qu'il a fait une école qu'il va devenir journaliste. 5 minutes ? Allez. Alors je vais passer ça. Et alors mon dernier point que je voulais faire, c'est justement sur la presse indépendante ou alternative. Parce qu'avant Charlie Hebdo, elle était en train de crever cette presse-là. Tous les canards, en fait, demandent des souscriptions à leurs lecteurs. Vous savez, on peut faire la liste tous. Là, je vais vous prendre un exemple précis. Le 9 février, le tribunal de commerce de Marseille doit statuer sur l'existence de la Marseillaise. La Marseillaise, c'est un quotidien régional, au départ d'obédience communiste, qui s'est un peu ouvert, moins communiste qu'avant. Qu'est-ce que ça fait? Toujours lié un peu au Parti communiste, mais moins communiste qu'avant. Mais l'intérêt, c'est que c'est un quotidien régional dans une ville, une métropole, qui a encore donc 2 quotidiens régionaux. La Provence qui appartient à Tapi et la Marseillaise. Si le tribunal de commerce, et c'est scandaleux qu'un tribunal de commerce puisse statuer sur l'existence ou pas d'un journal, on ne devrait pas en arriver là. Parce que le tribunal de commerce, il ne pense pas au pluralisme quand il statue. Il regarde la thune, les repreneurs, etc. Si la Marseillaise disparaît, c'est donc, il n'y aura plus que la Provence. Et on le sait, nous, on a parlé de, la camarade de Solidaire avait parlé des mouvements sociaux, du traitement médiatique des mouvements sociaux. Mais je suis encore allé à Marseille la semaine dernière. Les gars, mes camarades de la CGT me disent, on a déjà beaucoup de mal à faire venir les journalistes à nos conférences de presse sur les luttes qu'on mène, sur les lieux de grève, etc. Évidemment. Mais les journalistes de la Provence ne viennent que parce qu'il y a ceux de la Marseillaise. Le jour où il n'y aura plus la Marseillaise, vous n'aurez plus de traitement des luttes et des mouvements sociaux dans la Provence. Voilà. Et ça, alors on essaie vis-à-vis du gouvernement, mais on a besoin de vous. Et là, je terminerai en disant, comme Dominique, aux jeunes journalistes, syndiquez-vous, rejoignez-nous, parce qu'on est vraiment trop peu, et on pense qu'ensemble, on pourra faire avancer les choses, avec évidemment des associations comme Acrimed. Merci. Merci Emmanuel. Avant de faire, on va faire une courte intervention sur la responsabilité des journalistes. Tu voulais ajouter quelque chose, Dominique? J'ai juste oublié un point dans les points positifs qu'on peut proposer, c'est que nous travaillons depuis 2 ans à mettre sur pied un statut juridique d'entreprise de presse à but non lucratif.
c'est pas très simple à mettre sur pied, mais pour que chacune, chacun, citoyen et autres associations puissent utiliser cela. Et on le met en expérience actuellement in vivo à Nice ce matin. Certains d'entre vous ont dû entendre parler qu'il s'est mis en coopérative pour faire simple sur les propositions du SNJ. Donc on regarde ça en espérant beaucoup. Merci. Alors, je trouve qu'on a été très gentil avec les journalistes jusqu'à présent à cette table ronde, et j'ai pas envie que Gilles Balbastre intervienne encore une fois. Donc, je vais lui couper l'herbe sous le pied. Une tendance forte de nos travaux à nous, à CRIMED, et nos publications, et puis aussi dans les présentations qui ont été faites jusqu'ici, consiste à expliquer que la mauvaise qualité de l'information résulte des structures qui produisent cette information, des structures qui forment les journalistes. Tout ne s'explique pas par l'appropriation des médias, par des grands groupes privés, dont les motivations sont purement mercantiles, mais rien ne s'explique sans. Tout ne s'explique pas en parlant du poids de la publicité dans le financement des médias privés, des médias publics, mais rien ne s'explique sans. Tout ne s'explique pas par la pauvreté de la formation des journalistes et la faiblesse de la culture générale parfois de certains journalistes qui en découlent, hein. Mais rien ne s'explique sans. Nous le savons, nous le voyons, nous ne cessons de le voir, de le dire. Les médias sont malades. Et la responsabilité des grands groupes industriels, des grands propriétaires de médias qui est évidente, la responsabilité des gouvernements successifs qui laissent l'eau prendre de toutes parts est également évidente. Pourtant, dire cela, ce n'est pas déresponsabiliser les journalistes. Un journaliste, il a le droit de manger, bien évidemment, de se loger et donc d'avoir un salaire. Pour travailler, il devra le faire en tenant compte de ces contraintes structurelles qui ont été évoquées durant toute cette journée, faire des concessions, parfois même des compromis, mais jusqu'à quel point, jusqu'à quelle limite. Régulièrement, et ça a été dit plusieurs fois aussi, les sondages d'opinion qui valent ce qu'ils valent montrent que les journalistes sont des mal-aimés. Un petit peu moins depuis quelques semaines, mais on préfère largement les pompiers ou les infirmières aux journalistes. Leur code de confiance est basse et côtoie parfois celle de François Hollande. Pourquoi? Moi j'y vois deux grandes raisons. Il y en a d'autres évidemment, mais j'y vois deux grandes raisons. La principale, c'est que les journalistes connus du grand public ne sont pas crédibles et ont évidemment dépeignent sur toute la profession. Et puis il y a une autre raison, que je développerai un petit peu plus tard, c'est que les médias, et donc les journalistes qui y participent, parfois se ressemblent, se copient, et n'hésitent pas à tomber dans la surenchère. Alors, tous les journalistes ne sont pas des vedettes, peu même peuvent se vanter de faire régulièrement la une de Paris Match, comme Claire Chazal. Il n'empêche que le haut de l'iceberg contribue pour beaucoup à donner une mauvaise image de sa partie immergée. Pour faire simple, les animateurs vedettes, Pujadas, Chazal, Yann Barthès, Laurent Delahousse, etc., et les commentateurs vedettes, Jean-Michel Apathy, François Langlais, Éric Zemmour, Laurent Geoffrin, sont des journalistes factices. Ils laissent penser que le journalisme, c'est ce qu'ils font, alors qu'ils ne font qu'animer pour les uns et commenter pour les autres. Je ne vais pas m'éterniser ici sur le poids qu'occupe depuis quelques années maintenant le commentaire dans nos médias, mais il devient extrêmement difficile d'y échapper. Dans les journaux, éditorialistes, chroniqueurs ou auteurs de tribunes libres occupent une place considérable. À la radio, les matinales sont remplies de chroniqueurs qui ont un avis tous les jours sur la géopolitique, sur l'économie, sur la politique. Et à la télévision, les débats d'éditorialistes se succèdent aux débats d'experts. Et de manière générale, le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur ne peut que le constater. Le commentaire, c'est-à-dire la simple opinion, prime sur le fait. L'éditorialiste sur le reporter. Pour être un bon éditorialiste ou un bon chroniqueur, il faut être un bon client, toujours disponible, de bonne composition, aimer se plier aux exigences des médias, et de la télévision en particulier, prendre du plaisir à être devant une glace pendant 1 heure. À partir de là, il n'est pas étonnant qu'un journal ou une radio vous offre un espace pour donner votre avis sur tout. Et ainsi, vous offre l'occasion de devenir ce qu'on appelle aujourd'hui communément un éditocrate. Les commentateurs vedettes ont aussi cette particularité de partager souvent les mêmes opinions.
il y a certains mauvais élèves qui composent très bien le rôle qu'on aime qu'ils jouent. Je pense à Zemmour ou à Rioufol, par exemple. Mais dans l'ensemble, dès qu'il s'agit d'économie, de social, il y a une convergence d'opinion des élitocrates. Je ne reviendrai pas sur le traité constitutionnel européen, évidemment. Ça a maintenant 10 ans, donc on peut prendre d'autres exemples. Je préfère dire un mot sur les chroniqueurs économiques. À l'écoute, par exemple, de France Inter, d'Europe 1, de RTL, de RMC, dès qu'il est question d'économie, l'auditeur a toujours droit à la même sonnerie de réveil. Les chroniqueurs économiques se nomment aujourd'hui Dominique Seux, Axel de Tarlé, Nicolas Bétou, Nicolas Doz, Éric Le Boucher ou François Langlais. Ils partagent tous les mêmes points de vue sur l'urgence des réformes, forcément libérales, sur le rôle de l'État, forcément trop gourmand, sur l'Allemagne, forcément paradisiaque, ou sur la mondialisation, évidemment heureuse. Et les crises à répétition n'y font rien, les mêmes, toujours les mêmes, ou leurs semblables, continuent de pérorer sans plier. Tous ces chroniqueurs ont le droit de penser ce qu'ils pensent, évidemment, et même de le dire. Le problème, c'est qu'ils pensent presque tous la même chose, et qu'ils le disent un petit peu partout. Certains sont peut-être de bons commentateurs, voire d'autres d'excellents animateurs, mais ils ne sont pas journalistes. Alors que peuvent faire les journalistes, les vrais, face à l'omniprésence de ces commentateurs et à leur omnipotence de ces commentateurs, de ces animateurs qui se revendiquent journalistes? Moi, je peux répondre avec humour. Ils pourraient, par exemple, se désolidariser de leurs collègues et tweeter « Not in my name ». On demande bien, on ordonne même bien aux musulmans de se désolidariser des djihadistes de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Pourquoi ne pas demander aux journalistes de France 2 de se désolidariser des analyses foireuses de François Langlais? Pourquoi ne pas demander aux journalistes de RTL de s'exclamer « Not in my name » après chaque crotte laissée sur les ondes par Éric Zemmour? Pourquoi ne pas demander aux journalistes de Canal+, si tant est qu'il y en ait, de condamner les errances déontologiques de Yann Barthès et de son équipe du Petit Journal? Alors évidemment, tous les journalistes ne sont pas des vedettes. La plupart des journalistes sont même inconnus, évidemment. Ils essayent de faire tant bien que mal leur métier dans des médias qui ont une fâcheuse tendance, ça a été dit plein de fois dans cette journée, à se ressembler, parfois à se copier et à tomber dans la surenchère. Je pourrais revenir ici sur la misère du journalisme régional qui produit une information locale de piètre qualité, et j'en profite pour faire un petit peu de publicité pour le magazine d'Acrimed qui vient juste de paraître, Médiacritique, et je vous renvoie à la page 2 et à l'avant-dernière page consacrée aux unes de la PQR en 2014. Je vous en lis quelques extraits. Par exemple, Presse Océan, Nantes, 2 points, attaquée par les punaises de lit. La Dépêche du Midi, arnaque à la crevette, les victimes parlent. L'Ardennais, il braque une parfumerie avec un marteau. Je continue. Courrier Picard, il veut être enterré avec ses chiens. Corse Matin, le Don Camillo polonais hostile au chant corse. Vosges Matin, foire aux andouilles, c'est parti. Ce sont les unes de la PQR et il y en a encore des centaines comme ça dans Médiacritique. Je pourrais revenir sur la folie du journalisme dans la course-poursuite après les attentats contre Charlie Hebdo, la couverture médiatique des chaînes d'infos en continu, les unes de la presse similaires au lendemain de la mort des ravisseurs. Je pourrais aussi revenir sur l'indigence du journalisme lors de la couverture de l'affaire DSK et la tweetomania délirante qui a occupé les journalistes politiques, devenus pour l'occasion de véritables nombrils électroniques. Le comble ayant été atteint, et c'est véridique, le comble ayant été atteint par cette journaliste de ITV qui n'avait pas pu accéder à la salle d'audience et qui nous lisait en direct, téléphone portable à la main, les tweets de son confrère du journal Le Monde installés à l'intérieur, parmi lesquels celui-ci, Dominique Strauss-Kahn, s'est tourné vers Anne Sinclair. Merci pour l'information. Mais finalement, je voulais dire quelques mots, parce que je trouve ça plus cocasse ou plus amusant, sur un autre événement un petit peu plus lointain, qui a occupé tous les médias, et je dis bien tous les médias, excepté le journal de Mickey pendant 5 jours. En effet, c'était l'été, donc le journal de Mickey ne paraissait pas forcément toutes les semaines. Rappelez-vous, c'était lors de la Coupe du Monde 2010, les Bleus étaient en Afrique du Sud et ils avaient été éliminés dès le premier tour. Donc rappel des faits, à la mi-temps du match France-Mexique, un joueur, Nicolas Anelka,
aurait insulté le sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech. Pour avoir joué au foot, je peux vous dire que des insultes comme ça, il y en a tous les dimanches dans tous les stades de foot. Hein. Donc c'est vraiment des mots privés entre des joueurs et leur entraîneur. Mais l'équipe, qui est le quotidien sportif, le seul quotidien, véritablement, le seul quotidien sportif en France, dont les ventes seront moins bonnes dès que l'équipe de France sera éliminée, décide de mettre en une les propos prétendument tenus par le joueur français, et fait exploser alors ses ventes. On ne s'imaginait pas vraiment d'avoir à commenter ce genre de choses, s'exclamera 2 jours plus tard Élise Lucet, après 10 minutes passées à gloser sur l'état de l'équipe de France. C'était dans le 13h de France 2 le 21 juin 2010. On n'imaginait pas, nous, à Crimed, d'avoir à contempler ce lamentable spectacle offert par la plupart des médias qui se sont emparés de l'affaire jusqu'à Overdose. Overdose, évidemment, sur les chaînes d'information en continu, iTélé, BFM TV, LCI, qui n'avaient plus qu'un seul sujet à traiter, à commenter, à analyser, envoyés spéciaux en Afrique du Sud, interviews de spécialistes de football, débats appelant à la rescousse n'importe qui, Jacques Séguéla par exemple, tout était bon pour tenir en haleine le téléspectateur. Les autres sujets de l'actualité n'étaient même plus évoqués par des journalistes si excités qu'ils n'en finissaient plus de lire et de relire les gros mots placés en une de l'équipe. Évidemment, la radio n'était pas de la partie. France Info a ressassé en boucle les aventures de l'équipe de France durant tout le week-end. Le dimanche 20 juin, France Inter a consacré 7 minutes sur 14 de son journal de 19h. Puis vient le tour des journaux télévisés. France 2 a consacré la moitié de ses éditions de 13h et de 20h aux mésaventures de l'équipe de France. Le 19-20 de France 3 lui a attribué plus de 10 minutes sur 25 possibles. Mais le pompon revient naturellement à TF1, première chaîne concernée par les événements, puisqu'il diffusait les matchs de foot. Si le 13h du 19 juin n'avait pas consacré une grande partie à cette mésaventure, le 20h a produit un dossier de 15 minutes. Le sujet a été développé à nouveau 10 minutes le lendemain, etc., jusqu'au 20 juin, où pendant 15 minutes sur 18 possibles, on n'a parlé que de ça. Et au bout de 15 minutes, Claire Chazal, consciente qu'il y a malgré tout d'autres sujets à aborder dans un journal d'information, lâche, je la cite, et on revient maintenant à la compétition avec quelques images. En effet, après tout, il était temps de parler de football dans le journal. Il restait donc 3 minutes pour parler du reste de l'actualité. Alors les médias se ressemblent, les médias se copient, les médias font la course à l'échalote, et les journalistes qui y participent, parfois à l'insu de leur plein gré, y contribuent également. Et parfois même, et là ça devient encore plus dramatique, se trompent. Et quand de telles couvertures médiatiques se reproduisent pour répéter la même erreur, la même rumeur, le même mensonge, cela montre bien que les journalistes, parfois, ne retiennent pas les leçons. Je pense par exemple à ce qui s'était passé il y a plus de 10 ans dans le RERD. Rappelez-vous, une femme s'était faite agresser et elle avait sur son ventre, elle avait une croix gammée qui avait été taguée après son agression. Donc les journalistes étaient emballés, les hommes politiques aussi étaient emballés, criant à l'antisémitisme, etc. Et puis la police n'avait rien dit, menait l'enquête comme d'habitude, comme dans ce que nous montre Gilles Balbas dans ses documentaires. Et puis quelques jours plus tard, on avait appris que c'était une mythomane, que c'était elle-même qui avait tagué cette croix gammée sur son ventre. Il y avait eu, plus tard, il y a eu les attentats à Madrid attribués par le TA, et puis le journaliste qui avait repris ça, et puis finalement non. Il y avait eu aussi, à chaque fois qu'il y a des interventions militaires occidentales, le Kosovo, l'Irak, etc., à chaque fois, les journalistes, une partie des journalistes, bien évidemment, c'est pas tous les journalistes, parce que ceux qui sont présents ici, une partie des journalistes tombent dans le panneau, suit la propagande de guerre. La première partie, par exemple, de la couverture médiatique des événements de la place Maïdan à Kiev est aussi similaire, etc. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Dans tous ces exemples, il n'y a pas que des animateurs vedettes, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas que des commentateurs qui sont impliqués. Il y a les directions des journaux, il y a les rédactions en chef. Mais il y a aussi parfois des journalistes, des reporters, des photographes, des journalistes inconnus, des photographes inconnus, des reporters inconnus, qui ont toutes les excuses du monde à faire mal leur travail, qui ont toutes les raisons du monde à vouloir avoir un bon salaire à la fin du mois, ou un salaire même misérable à la fin du mois. Mais la pression subie, la précarité réelle ne doit pas faire oublier cela, ne doit pas faire oublier qu'il y a une responsabilité à faire ce métier de journaliste. Ce métier de journaliste qui forme des esprits, qui diffuse de la culture, qui diffuse du savoir, au même titre qu'un enseignant, qu'un intellectuel. Et cette responsabilité, elle mérite une exigence sans faille.
comme la nôtre, celle d'Acrimed, à l'égard des journalistes. Mais on n'est pas là, nous, pour flinguer les journalistes, évidemment, le journaliste talentueux qui ne peut pas bien faire son travail. On n'est pas là non plus pour ignorer le journaliste rebelle qui veut monter son média alternatif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'un comme l'autre doivent savoir que nous sommes à leur côté, qu'une association de critique des médias comme la nôtre, que les syndicats de journalistes ici peuvent les appuyer. Merci de votre attention.